Madame la Présidente, permettez-moi d'abord de relire la motion parce que dans sa simplicité, elle est porteuse de l'essentiel du message que nous voulons faire circuler, essentiellement au Québec, mais vous comprendrez bien à travers l'ensemble du territoire représenté par les députés de cette Chambre. Que la Chambre demande au gouvernement de revoir ses cibles d'immigration dès 2024. Le dès 2024 aura un sens particulier dans les prochaines minutes. Après consultation du Québec, des provinces et des territoires, en fonction de leur capacité d'accueil, notamment en matière de logement, de soins de santé, d'éducation, de francisation et d'infrastructures de transport, le tout dans l'objectif d'une immigration réussie. Le mot-clé ici, Madame la Présidente, c'est immigration réussie. J'ai la prétention qu'en de telles matières, on est à peu près à la même place que les Québécois, puis si on se fie sur des sondages ou des chiffres récents, peut-être même à la même place que les Canadiens. Je prétends, pour ma part, que les Québécois ne se reconnaissent dans aucun extrême. Il y a des extrêmes que je n'ai pas trop envie de préciser, là, mais, parce que je veux que tout le monde reste de bonne humeur, mais il y a des extrêmes qui représentent assez peu de gens. Et il y a entre les deux des gens qui ne sont pas assez criards ou spectaculaires pour avoir une énorme attention médiatique. Et nous, on se reconnaît davantage et on espère que ces gens-là se reconnaissent davantage dans le Bloc, d'où le libellé très consensuel de la proposition. Puis on verra au moment du vote jusqu'à quel point ça aura été consensuel. Je crois qu'il faut aborder la question de l'immigration de façon sereine. Déjà, on anticipait dans l'appareil média que parce que le Bloc abordait la question de l'immigration, il allait peut-être y avoir des étincelles. Étincelles que je ne souhaitais pas au moment où on a rédigé et déposé cette motion. Ce sont les électeurs qui nous interpellent. Une majorité, pas une majorité, un nombre croissant, attention, pas une majorité, d'électeurs ou de gens à travers le Canada s'inquiètent de plus en plus. Pas sont contre, pas sont vindicatifs, pas adoptent une attitude négative à l'endroit de l'immigration, mais expriment une crainte. Expriment une crainte parce que le processus par lequel le Canada accueille des migrants va beaucoup plus vite, d'une part, et on y reviendra, que la capacité réelle de l'État canadien et des États du Québec et des provinces et des territoires d'accueillir effectivement ces gens-là, mais bien aussi de s'adapter à cette nouvelle réalité. Sur une planète qui accueille de plus en plus de gens et qui fait figure d'être de plus en plus petite pour ces gens-là, alors qu'en quelques mois à peine à chaque année, la population mondiale consomme l'entièreté de ce qui est renouvelable et vit le reste de l'année à crédit écologique avec un phénomène de changement climatique, beaucoup de phénomènes de violence. L'estimé collègue référait à l'Ukraine et aux réfugiés ukrainiens il y a quelques minutes à peine. Il y aura des migrations. Il y aura des gens qui se déplaceront dans l'espoir d'une vie meilleure. Et je soumets à cette Chambre que tel doit être le premier objectif de toute politique d'immigration décente, le mieux-être des gens qui seront venus chercher sur un territoire donné une vie meilleure pour eux et leurs familles. Donc, il ne faut pas confondre une hostilité à l'endroit de l'immigration qu'on a souvent voulu imputer au Québec. Cette espèce de faribole est un peu passée maintenant que Toronto et Vancouver s'inquiètent. Le Québec a maintenant le droit de s'inquiéter. Mais la réalité, c'est que les gens ont besoin de mieux comprendre ou de sentir qu'ils seront adaptés à tout ça et que les finances publiques le seront aussi. Ottawa se coule un peu les pieds dans un ciment solide en appliquant intégralement une espèce de doctrine multiculturaliste post-nationale aux identités floues, incertaines ou parfois inexistantes ou volontairement inexistantes. Ça leur appartient. Mais le Québec n'a pas à s'exposer au même échec. Comment le Canada peut-il prétendre être la terre d'accueil dont il a la prétention, alors que sa capacité à livrer les services de base croule? Ça a l'air facile, vu d'ici, du Parlement fédéral, parce que ce sont les provinces et le Québec qui ramassent le bill
de main-d'œuvre vulnérable que, par moment, c'est peut-être en train de changer, les libéraux et les conservateurs se partageaient. Ayant le courage de passer à autre chose, de constater l'échec, il faut avoir ce courage-là, de constater que les Québécois et les Canadiens s'inquiètent, bien, ça passe par, d'une part, le constat qu'on propose, et ça passe par un ensemble d'autres mesures, une autre approche, une autre vision. Et ça passe par des manières de mesurer le succès. On ne mesure pas l'immigration par le nombre de personnes qui entrent sur le territoire. On mesure le succès de l'immigration par la réussite, d'où cette nouvelle compulsion qu'on a, nous, au Bloc, de parler d'immigration réussie. Et ça, il faut que ça se mesure. Les outils de telle mesure, au moment où on se parle, semblent ne pas exister. Combien de gens sont adéquatement dans un emploi décent qui respectera leurs qualifications et leur projet de vie après 1 an, 2 ans ou 5 ans? Combien de gens ayant choisi ou vivant au Québec, étant arrivés par le chemin de l'immigration, maîtrisent adéquatement, minimalement même, le français au bout de 1 an, 3 ans ou 5 ans? Combien de gens qui sont arrivés ici avec un statut de demandeur d'asile vont dormir dans les rues de Toronto ou de Montréal ou de Vancouver cet hiver sans domicile fixe? Ce sont des mesures dont nous ne disposons pas, mais qui apparaissent nécessaires si on veut établir si l'immigration telle que le Canada la pratique est ou non réussie. Le Canada n'aura d'ailleurs aucune autorité morale pour discuter d'immigration ou de succès de l'immigration, en nombre plutôt qu'en qualité d'accueil, tant que ses propres Premières Nations vivront dans des conditions de salubrité, de prospérité, de perspective d'avenir, de sécurité ou de pérennité culturelle que le Canada ne leur offre pas présentement. Il y a là une espèce d'enjeu d'autorité morale qui fait défaut. Sommes-nous trop dans les chiffres? Je crois que oui. Est-ce ainsi qu'on définit l'immigration réussie? Je crois que non. Alors, on va continuer à pousser sur cette notion-là. Il n'y a pas si longtemps, je l'ai mentionné, on associait les doutes sur l'immigration à de la xénophobie ou du racisme. J'ai bon espoir que ce soit chose du passé. C'était une posture nuisible, malsaine et, à certaines occasions, résolument malveillante. Maintenant, donc, que l'opinion publique de l'ensemble du Canada évolue, se tâte, se questionne, on est passé à autre chose. Bien sûr, au Québec, il restera une variable unique. C'est la seule société qui, outre les États-Unis et le Canada, bien sûr, se définit comme une nation sur ce continent. Un territoire, une histoire, des valeurs, un modèle économique et en support, bien sûr, une langue. Il y a un grand changement de paradigme, toutefois, qui est en train de se faire. Et c'est le fait d'aborder l'immigration à travers la lorgnette de l'économie, du rôle et des responsabilités de l'État. On nous l'a présenté comme un besoin, comme une ambition. 100 millions de Canadiens en 2100. On dirait peut-être encore, voyons le vote, que le Canada veut accueillir des immigrants pour lui-même, de façon un peu égoïste, pour faire rouler la machine de son économie. Bien sûr, l'immigration permet d'accueillir des gens qui seront des travailleurs et qui seront heureux de l'être. Mais est-ce qu'on doit d'abord envisager l'immigration par la lorgnette d'un approvisionnement de main-d'œuvre qui, ne serait-ce qu'à cause du nombre, sera plus vulnérable? Je pense qu'il faut aborder l'immigration sous l'angle de ce que nous offrons comme nation à ceux qui choisissent de venir soit au Canada, soit au Québec, sur cette planète que je vous définissais comme trop petite. Il faut voir l'immigration pour ceux qui migrent, pour ceux qui fuient, pour ceux qui rêvent de mieux, pour ceux qui sont des migrants avant d'être des immigrants. Et les migrants ne sont pas d'emblée de la main-d'œuvre. Ils sont des gens qui espèrent mieux. Et nous avons le devoir de le leur offrir. Nous devons réussir cette immigration, tant le Canada que le Québec.
Et si notre modèle au Québec est différent, bien, ainsi soit-il. Le modèle canadien et québécois ont quand même un certain nombre de choses en commun. Ils sont sujets au même risque. La planète, en effet, semble rapetisser. Les gens vont bouger. Le Québec et le Canada vont en accueillir. Et il ne faut pas être aveugle dans notre approche. La disparition de culture nationale ne fait partie de l'intention de personne, ni des Canadiens, ni des Québécois. Ça commande la notion d'intégration réussie, de contribution, d'apparition de cultures nationales qui ne sont entièrement ni, bien sûr, celles des communautés immigrantes, ni entièrement celles de la communauté d'accueil, créant un substrat différent qui évolue, qui s'améliore et qui garde, au moins dans la volonté québécoise de la chose, certains éléments fondamentaux en commun. La langue française, un certain nombre de valeurs, la laïcité des institutions de l'État, une approche beaucoup plus écologique que ce qu'on trouve dans la plupart des autres endroits, en particulier, doit-on dire, au Canada. En niant ça, pour le Québec, il y a des partis qui se déconnectent de la réalité. Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération, les enjeux économiques réels. Revoyons quelques chiffres qui, merci Immigration Canada, sont un peu des approximations. On comprend que la volonté canadienne est d'atteindre 500 000 immigrants par le processus dit régulier en 2025. Et là, on a eu un peu de spéculation. Il y en aura-t-il un peu moins en 2026? Le ministre est resté assez flou à cet égard-là. Vous savez, ce nombre-là, si on le baissait de 30 000, on ne changerait pas grand-chose. On ne changerait pas grand-chose parce que ça reste la partie congrue de l'entièreté des gens qui soit immigreront cette année au Canada, en y incluant le Québec, ou qui sont sans statut réglé, permanent, dont on aura disposé. Parmi ceux-ci, il y a environ 800 000 étudiants étrangers. Malheureusement, en matière d'étudiants étrangers, on subit encore, si on est un étudiant africain francophone, une odieuse discrimination qui fait plus mal, d'abord à ces gens-là, bien sûr, et aux institutions universitaires francophones. Il y a des dizaines de milliers, 80 000, 90 000 travailleurs étrangers temporaires sur le territoire qui sont tout à fait les bienvenus. Et il y aurait quelque chose comme autour de 1 million de gens dont on a carrément échappé la trace. On ne sait pas trop où ils sont. Il y en aurait au-delà de 300 000 au Québec seulement. On additionne ça, puis même en étant modéré sur les chiffres, on arrive à plus de 2 millions de personnes sur le territoire canadien qui sont soit immigrants cette année ou soit qui sont sur le territoire sans statut établi, fixe ou durable. Même si on divisait de 30 000, est-ce qu'on s'entend que l'impact va être relativement mitigé? Qu'avons-nous à offrir de mieux que la clandestinité pour tellement d'entre eux, l'itinérance pour toujours trop d'entre eux, la fragilité quant au mode de vie et la vulnérabilité par rapport à des entreprises qui ne manqueront pas d'exploiter la fragilité de ces gens-là. Il y a aussi un impact sur les services de l'État. La santé, juridiction québécoise des provinces aussi, pour laquelle les transferts nécessaires sont encore retenus parce qu'Ottawa veut imposer des conditions centralisatrices. L'impact, la pression supplémentaire sur un système d'éducation qui connaît déjà un nombre significatif de ratés qu'on essaiera de surmonter, mais très en retard, avec des investissements qu'on aurait dû gérer en amont peut-être. Les services de garde subiront bien sûr une pression. Le filet social, je mentionnais un peu plus tôt l'enjeu d'itinérance. Bien sûr, la pression sur le transport collectif. J'ai envie d'ajouter à ça, tout bêtement, le ministère de l'Immigration du Canada, qui a largement plus d'1 million de dossiers qui traînent sur le coin du bureau. Donnez-le une pause à ces pauvres gens. Donnez-le une pause. Et il y a la crise du logement. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses qu'on contrôle, et nous devons, bien sûr, mais je pense que tout le monde le fait, résister à l'imputation d'une responsabilité à qui que ce soit. Le nombre de personnes sur le territoire va contribuer à une crise du logement qui, bien sûr, a été créée ou exacerbée par d'autres causes. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses qu'on contrôle. Le rythme auquel on accueille des gens est quelque chose qu'on peut décemment contrôler.
le type de logement qu'on va offrir pour baisser la pression sur le parc résidentiel est quelque chose qu'on peut raisonnablement contrôler. C'est la main-d'œuvre, mais c'est aussi les prix. Vous savez, il y a cette espèce de... Je ne le mentionnerai que rapidement, j'imagine qu'il s'en est rendu compte, mais il n'y a pas si longtemps, le ministre de l'Immigration nous disait « Oui, mais ces gens-là vont immigrer au Canada et ils vont aller travailler, ils vont construire leur propre maison. » Bien, la semaine d'après, j'espère qu'ils vont aller construire leur propre hôpital, leur propre école, leur propre tramway, leur propre système d'égout. Il va y avoir de l'ouvrage, ce monde-là, quand ils vont arriver ici. Pas comme ça qu'on gère une politique d'immigration qui est du bon sens. Il y a aussi un impact économique, il faut le dire, sur l'inflation. Encore une fois, il serait farfelu d'imputer la responsabilité de l'immigration à l'immigration, la responsabilité de l'inflation. Mais il serait inadéquat de ne pas être capable de faire le calcul purement mathématique du rythme et du nombre et de l'impact que ça peut avoir. Donc, il y a un enjeu à prendre en compte ici aussi. En termes économiques, un des éléments que moi je soulève le plus souvent, c'est la reconnaissance des diplômes. Il y a des gens hautement qualifiés qui arrivent de l'étranger, qui veulent faire leur vie au Québec et au Canada et qui ne voient pas leur diplôme reconnu et qui se retrouvent avec des emplois qui, comme je le disais, sont davantage fragiles, sont davantage vulnérables. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Bien sûr, quand je parle d'intégration économique sur le territoire québécois, je mentionne toujours la langue. C'est notre premier devoir, notre première responsabilité au Québec quand on accueille quelqu'un, c'est de lui donner l'outil fondamental de son intégration heureuse et harmonieuse dans la société québécoise, et c'est bien sûr la connaissance de la langue française. Lorsque les gens de la Century Initiative ou de McKinsey ou autres conseillers autour du cabinet du premier ministre ont fait les projections ou le fantasme du 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, ils n'ont pas considéré le français comme une variable. Point. J'ai posé la question à M. Barton, il m'a répondu très candidement, on n'a juste pas regardé ça, ça n'existait pas pour nous. J'ai l'impression que c'est resté un peu collé, ça. Il faudra dire, oui, ça compte, la pérennité du français. Enfin, pour les étudiants étrangers, je nous invite à écouter les pays dont ils sont originaires. Eux sont contents que leurs étudiants viennent chercher une formation ici. Ils sont contents lorsque les étudiants formés ici rentrent chez eux et contribuent au développement de leur société. Et ils acceptent assez bien, en général, qu'un certain nombre d'entre eux décident de s'intégrer à la société où ils sont venus chercher leur formation. Mais ce n'est pas à nous de trancher seuls cet enjeu-là. Il faut se mettre à l'écoute des pays dont ces étudiants sont originaires. Alors, il faut revoir les paradigmes, évacuer les accusations et les épithètes, reconnaître le rôle des provinces et du Québec, renoncer à l'impact terrible du déséquilibre fiscal qui empêche les provinces de financer les services adéquatement. On ne peut pas nier l'effet singulier de tout ça au Québec, mais on a une chance de redonner confiance aux citoyens, substituer l'immigration réussie à celle purement quantitative qui pèse sur l'État, l'économie et le bien-être des candidats. Le soi-disant post-nationalisme est la fin des identités, la fin de la diversité, qui tient aux communautés davantage qu'aux singularités, qui se revendiquent souvent d'une charte désincarnée. Si le Canada ne veut pas être cette société responsable pour l'accueil des immigrants, le Québec, lui, peut l'être et veut l'être. Et malgré tout, et malgré le vote de cette motion, je dois souligner qu'il serait tellement plus sain et tellement plus simple qu'on ait chacun nos propres politiques en immigration et dans tout le reste. Merci.